Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger, cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Parlant de Guinéens qui fait bouger des choses, nous avons aujourd'hui sur notre plateau notre Diadia international que nous recevons aussi sur ce plateau. Bonsoir Diadia. Bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va, alhamdulillah. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs. Écoutez, je suis Madame Baldé Aïssatou Sherif, je vis en Allemagne à Hambourg, je suis, présidente d'une ONG du nom de Guinée Solidaire Organisation EFAO. Et voilà, à travers cette organisation, on essaie quand même d'aider les Guinéens, les Africains en Allemagne depuis des années, depuis 2007, afin qu'ils puissent s'intégrer, afin qu'on puisse les aider, les accompagner dans leur quotidien dans ce pays. Par ça, je suis journaliste indépendante. J'ai un site web que je gère, où j'écris moi-même des articles parce que je suis géopolitologue de formation, c'est-à-dire j'ai étudié les sciences politiques à l'université de Hambourg et de journalisme. Donc voilà, je suis fonctionnaire de l'État allemand et je viens avec d'autres personnes, nous venons à peine de créer un mouvement politique qui n'est pas un parti politique, parce qu'on veut réellement essayer d'impacter la vie politique guinéenne, c'est-à-dire un mouvement politique, c'est d'abord s'occuper des préoccupations de la population. Donc c'est l'une des raisons pourquoi on a lancé hier ce mouvement du nom de APC, l'Alliance du peuple pour le changement. Donc en gros, c'est ce que l'on peut dire sur moi. Ok. Vous venez de dire tout de suite que vous aidez les Guinéens et qui résident ici en Allemagne. En un mot, quels sont les apports, quel genre d'aide vous apportez aux Guinéens qui résident ici? Vous savez, cette ONG elle a été créée en 2007 à Hambourg. C'était parce qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes liés à la vie des Africains, à la vie des Guinéens ici, notamment la problématique de l'intégration. C'est-à-dire que vous savez, quand les gens viennent, la plupart des Africains qui arrivent dans ce pays, ils demandent de l'asile. Donc la procédure n'est pas toujours facile. C'est pas comme moi, par exemple, je suis venue comme étudiante. C'était encore un peu moins compliqué. Donc la plupart des Guinéens, surtout qui arrivent pratiquement, ils se retrouvent ici comme demandeurs d'asile et il s'avère que la loi sur l'asile en Allemagne est très compliquée. Il y avait beaucoup de problèmes, donc quand j'étais étudiante déjà, je travaillais comme, c'est-à-dire j'accompagnais, nos compatriotes dans les camps d'asile, je les accompagnais, je traduisais. Comme j'ai la chance de parler, les trois grandes langues les plus parlées en Guinée, le Soussou, le Malinké, le Pulaar. Donc ça m'a permis, à côté de savoir comment la vie des Guinéens et puis des Africains, ça se passait ici. Et donc, après les études, les Guinéens m'ont fait appel à Hambourg pour me demander de les aider parce qu'on devenait beaucoup plus nombreux, mais il n'y avait pas de structure, on n'était pas organisés. De là, on a décidé, alors on s'organise ensemble, on essaie d'aider, d'apporter un plus pour essayer d'ouvrir les yeux des gens, pour qu'ils sachent quand ils arrivent ici, en fait, où est-ce qu'il faut aller, quelles sont les orientations et tout cela, parce que même dans les universités, il y a normalement des programmes d'orientation pour les étudiants étrangers. Donc, cette ONG, c'était dans ce cadre-là. C'était une façon d'orienter, d'aider, d'assister. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et depuis 2007, donc on oriente les gens, on accompagne, on a commencé à Hambourg, ça s'est élargi maintenant partout en Allemagne. À Hambourg, les choses se sont calmées parce que plus le temps passait, plus en fait l'État à Hambourg arrivait à comprendre, à prendre en compte nos préoccupations. Les choses se sont calmées là-bas, mais malheureusement dans d'autres régions, tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que n'oubliez pas que l'immigration aujourd'hui, elle est perçue en Europe comme étant une sorte de gêne, une sorte de péril, alors qu'eux, ils ont le droit de se mouvoir d'un point A à un point B. Mais on nous interdit, nous, Africains, de venir chez eux pendant ce temps. Quand vous regardez comment l'Europe fonctionne, quand vous regardez comment le monde occidental fonctionne, en gros, c'est-à-dire sans nous, sans nos matières premières, l'Europe pratiquement ne va pas exister. Parce que quand je prends l'exemple sur l'Allemagne, qui se plaint aujourd'hui du fait qu'il y a à peu près 4000 Guinéens qui sont là, qui sont en situation irrégulière, ils sont tenus obligés d'aller paraffer des accords, non seulement des accords où ils essaient avec l'État guinéen pour dire que voilà, écoutez,
on va exploiter vos mines. En contrepartie, vous acceptez qu'on vous ramène vos enfants qui ont fui la misère, le manque de perspectives et tout dans votre pays. On fait une sorte d'échange, c'est-à-dire on échange la vie des humains par rapport aux matières premières. Alors que lorsque tu regardes, l'Allemagne, par exemple, étant un État industrialisé qui importe par an 2 millions de tonnes de bauxite, sur les 2 millions de tonnes de bauxite que l'Allemagne importe, 93% proviennent des mines de Sangarelli. Okay. Nous vivons ici en Allemagne, nous savons que l'Allemagne, c'est-à-dire l'industrie automobile, c'est la clé du développement de l'Allemagne en fait. Donc, mais qui parle de l'industrie d'automobile parle de bauxite, parce que qui parle de bauxite parle d'aluminium. Sans aluminium, pas de voiture possible. Donc du coup, vous voyez déjà, c'est-à-dire l'Allemagne profite beaucoup plus par rapport à la Guinée. Parce que qu'est-ce que c'est l'investissement que l'Allemagne fait en exploitant la bauxite guinéenne? On n'a pas de raffinerie après plus de 60 ans d'indépendance. Une raffinerie d'aluminium, on n'en a pas. Bokeh, la région de Bokeh est dépourvue de tout. Pourtant, cette région porte normalement le budget de l'État guinéen depuis toujours. Il n'y a même pas d'école là-bas en tant que telle et tout. Donc, les mines de Sangarelli qu'on exploite, ça a un impact très grave sur l'environnement. Ça pousse les jeunes alors à perdre leur, c'est-à-dire leur milieu, c'est-à-dire leur village. On les contraint à quitter, ils se retrouvent ici. Quand ils se retrouvent ici, en même temps, on leur dit non, on ne veut pas de vous, retournez chez vous. Vous voyez le paradoxe? Donc, alors, c'est pourquoi je dis, nous, on s'est dit que voilà, c'est une situation qui n'est pas pour nous supportable, en fait. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas la concevoir, raison pour laquelle on s'est engagé à vraiment essayer de protéger nos citoyens, de leur montrer comment il faut faire pour s'en sortir en Allemagne, comment il faut faire pour essayer c'est-à-dire de ne pas étouffer entre le système de ces deux pays-là, de ces deux États-là, malheureusement. Et donc, c'est ce que nous faisons au quotidien, et ça arrive quand même à porter ses fruits, parce que franchement, et à chaque jour qui passe réellement, on a toujours un retour positif des gens qui nous disent que voilà, grâce à vos conseils, j'ai pu avoir mon titre de séjour, grâce à vos conseils, on m'a pas rapatrié, grâce à vos conseils, j'ai pu, par exemple, avoir des soins de santé. Tout à l'heure, je viens de j'ai visité un jeune Guinéen de 21 ans qui a eu un accident ici, qui est paralysé carrément. J'étais allée lui rendre visite parce qu'il a besoin d'aide, d'assistance. Donc, c'est des choses qu'on fait. Donc, ça peut paraître peut-être peu, mais je sais que pour la grande majorité des Guinéens, parce que quand je pense depuis on a commencé, franchement, je dirais, le nombre de personnes qu'on a assistées, on ne peut plus compter. C'est tellement beaucoup, parce qu'aujourd'hui, nous sommes 22 000 Guinéens en Allemagne, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On vous connaît déjà dans le domaine du social. On vient d'apprendre que vous vous lancez dans le domaine politique aussi. Qu'est-ce que vous a poussé réellement à rentrer dans ce domaine? On sait déjà que les politiciens, la plupart, ne les croient plus. Nous, les Guinéens lambda, on ne les croit plus. Donc, vous déjà, on vous croit. Mais le problème, si vous franchissez, que vous rentrez dans le domaine politique, est-ce qu'on peut continuer à vous croire? Vous savez, ce que les gens oublient, un mouvement social et un mouvement politique vont de pair. La seule différence, c'est que, parce que peut-être le mouvement social s'occupe réellement, c'est-à-dire des humains dans leur quotidien. Vous comprenez? Et alors que, c'est-à-dire un mouvement politique s'occupe ça prend en compte toutes ces préoccupations-là. Que ce soit le social, que ce soit le côté économique, culturel et tout, donc ça englobe le tout. Parce que qui parle de la préoccupation d'un peuple, on parle c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Et c'est pour ça ce que je disais hier dans le meeting, que les deux vont de pair. Il y a une sorte de corrélation entre un mouvement social et un mouvement politique. Parce que regardez, quand je me lève ici, je vais à Berlin. Je tiens un discours devant le Parlement allemand pour essayer de défendre l'intérêt des immigrés africains, pour essayer de fustiger le racisme institutionnalisé dans ce pays, dans le cadre de cette ONG-là. J'essaie de fustiger, par exemple, la discrimination des Africains ici, c'est-à-dire par rapport au marché du travail, par rapport même c'est-à-dire au logement et tout cela. Ça, c'est de la politique. Quand on part rencontrer les politiciens, on essaie de leur faire, de les rappeler leurs responsabilités face à ce qui se passe en
Afrique, face à ce qui se passe dans nos pays, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Ils soutiennent les dictatures en Afrique, qui sont responsables pratiquement de l'immigration mortelle en Afrique. Parce que si l'Europe prenait ses responsabilités, laissait nos peuples décider qui va prendre la tête de nos États, nous, on n'allait pas se retrouver ici. Parce que non seulement sur le plan historique, ils ont une responsabilité morale, parce que au-delà de tout cela, ils ont une responsabilité engagée pénale, parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité, contre notre peuple. Et depuis toujours, ça ne s'arrête pas là. Donc du coup, ils ne peuvent pas aujourd'hui, en principe, s'attendre à ce qu'on reste bras croisés. Maintenant, ce mouvement politique-là, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que faire seulement, se concentrer seulement sur l'amélioration de la condition de vie des Guinéens en Europe, en Allemagne, ne suffit pas. Parce que ça, c'est les conséquences, en fait, du manque de leadership qu'on a en Afrique, en Guinée, et les conséquences de l'irresponsabilité de nos dirigeants qui font que nos gens se retrouvent en Europe, en Allemagne. Parce que imaginez, si vous et moi, on avait des perspectives en Guinée, on avait droit au développement, qui est un droit universel garanti par l'ONU, qui est reconnu comme tel. Si on avait droit au développement en Guinée, c'est-à-dire l'accès à la santé, une éducation, comment ça s'appelle, pointue, on n'allait pas venir en Europe pour étudier, n'est-ce pas, ou bien pour essayer d'espérer d'avoir un lendemain meilleur. C'est parce qu'on n'a pas tout ça chez nous qu'on se retrouve en Europe. Donc, au lieu de combattre les conséquences même c'est-à-dire de l'immigration, on s'attaque aux causes de l'immigration, qui sont notamment c'est-à-dire la déstructuration de nos États. Le fait que nos États sont défaillants. On a une élite qui est carrément, comment ça s'appelle, irresponsable, qui est incompétente, qui est médiocre à la base, parce qu'en fait, c'est quoi la médiocrité? C'est une médiocrité organisée, voulue, entretenue par l'État, qui est devenue de plus en plus répressif, irresponsable et tout cela. Donc, si vous voyez que, voilà, la situation est là, elle n'arrive pas, c'est-à-dire, tous les jours en Guinée, par exemple, on a connu ces dernières années là combien de coups d'État. Mais ces coups d'État-là nous ont amenés où? On a connu naturellement un pouvoir civil. On se rend compte que la situation ne change pas. Le peuple continue à souffrir. Les Guinéens ne mangent pas 3 fois par jour, malgré que la Guinée a tout. Nous avons toutes sortes de potentialités en matière, c'est-à-dire sur le plan humain, sur le plan, comment ça s'appelle, économique et tout ça, parce qu'on a les ressources minières. Poutine a dit que celui qui détient les ressources, c'est-à-dire les matières premières, doit dicter les règles du jeu. Et il l'a prouvé aussi. Nous, on a les matières premières, mais on nous dicte comment on doit se comporter. Et on nous impose des présidents qui défendent l'intérêt des structures internationales mafieuses, notamment la fausse communauté internationale, représentée par des structures fausses comme l'ONU, et bref, j'en passe, avec des institutions africaines obsolètes qui les accompagnent, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, qui sont pratiquement l'antichambre même de l'impérialisme et tout occidental, mais l'anophobe, par exemple, français, qui nous met sous tutelle, qui ne veut pas qu'on soit libre et indépendant. Parce que, et donc voilà des choses qui nous ont motivés à dire que voilà, il est temps qu'on s'occupe aussi des causes même, c'est-à-dire de cette immigration-là, les causes qui font que nos États, malheureusement, sont défaillants aujourd'hui. Donc, c'est ce qui nous a motivés. Parce que vous savez, c'est vrai qu'il y a la défiance de la jeunesse, c'est-à-dire dont vous faites partie. Les jeunes d'aujourd'hui nous disent que vous êtes tous pareils parce que vous tenez tous le même discours. Mais moi, je me dis, certes, nous tenons tous le même discours, c'est vrai, mais il est différent. Il est différent en ce sens que nous, en tout cas en tant que mouvement politique, je crois que nous voulons montrer aux Guinéens qu'on peut faire la politique autrement. Parce que faire de la politique, c'est pas se servir de peuple. C'est pas mettre fin à une précarité matérielle. Les gens qui vont adhérer à ce mouvement, commencez par moi, qui suis aujourd'hui à la tête de ce mouvement, je n'y suis pas parce que j'ai un problème de précarité matérielle. Je crois qu'avec mon passé, avec le background que j'ai, je me suis quand même forgée, je me suis formée, je me suis construite pour que je puisse vraiment me prendre en charge afin que je ne considère pas l'État guinéen comme étant, c'est-à-dire une source de revenus intarissable. Parce que vous savez, l'État guinéen m'a beaucoup donné. Je suis le fruit de l'école guinéenne. Donc, il revient à moi aujourd'hui c'est-à-dire de redonner ce que l'État m'a donné, enfin, de lui rembourser, en fait. Donc, pour moi, c'est-à-dire, faire de la politique, c'est dans ce cadre-là. On veut changer les choses, on veut agir autrement, on veut essayer, c'est-à-dire
de ne plus, c'est-à-dire faire la politique où on amène c'est-à-dire on pense à la place du peuple. Okay. Parce que jusque-là, la plupart des politiciens pensent à la place du peuple. Le peuple n'a plus, c'est-à-dire cette latitude de penser, cette latitude d'agir. C'est-à-dire, il y a un vide aujourd'hui dans notre pays, un vide politique, parce que non seulement la jeunesse ne croit pas à la politique, et en plus de cela, cette jeunesse aujourd'hui, chacun se lève et dit que je rentre en politique et tout. Alors que la politique, c'est pas un métier. Nous, parce que la plupart des gens, quand vous regardez, même les grands politiciens, depuis des années, c'est quoi leur source de revenus? Ils font quoi? Est-ce que les gens s'interrogent? On s'aligne derrière des gens, on ne sait même pas comment ils gagnent leur argent, où est-ce qu'ils gagnent leur... Quand vous me demandez qu'est-ce que je fais, je peux vous le dire, ce que je fais, comment je gagne mon argent. Mais la plupart de ces gens qui sont sur le terrain politique, qui peut vous dire comment ils gagnent leur argent? Ils disent toujours qu'ils sont entrepreneurs. Alors, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils entreprennent. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, vous voyez, mais ça, c'est déjà, voilà, c'est-à-dire, alors que quand tu regardes, du moment où on transforme la politique en un métier, c'est qu'il y a un problème parce que pratiquement ça empêche la démocratie de fonctionner en tant que telle. Parce qu'ici en Allemagne, tout politicien que tu vas voir, il a son métier, il travaille à côté, il s'implique en politique. Après, s'il est élu naturellement, il abandonne d'abord son métier, c'est-à-dire il s'occupe maintenant de la politique parce qu'il sait que le temps de faire de la politique, c'est pour un temps. Tu ne peux pas faire la politique toute ta vie. Mais en Afrique, on voit tous les gens qui font, on a même eu un opposant historique. Parce qu'il a passé toute sa vie à ne faire que ça, à la tête de l'État, pas autre chose. C'était quoi son métier, lui? Il faisait quoi? Et quand des gens comme ça arrivent à la tête de l'État guinéen, ne soyez pas étonnés qu'ils n'arrivent pas à gérer l'État parce qu'ils n'ont pas appris même à gérer leur propre famille. Ouais. Comment tu peux alors gérer un État et la vie des gens? Donc c'est pour essayer de montrer aux gens, aux Guinéens, qu'on peut faire la politique autrement, que la politique n'est pas un métier, que c'est-à-dire que la situation actuelle doit changer. On a besoin pratiquement de mettre, c'est-à-dire de donner la possibilité aux gens qui sont intègres, aux gens qui ont une certaine vision, qui ont une ambition de rassembler les Guinéens. Parce que nous sommes, c'est-à-dire on nous divise en Guinée en des sous-groupes, en des clans, en des ethnies, en des régions, alors qu'en principe, du moment où tu vois un politicien se réfugier derrière son ethnie, derrière un clan, derrière une région, pour faire de la politique, dis-toi que cette personne n'est pas venue pour changer quelque chose. C'est-à-dire c'est une personne qui est pratiquement limitée. Parce que compte tenu de notre histoire, on n'a pas besoin de penser ethnie en Afrique. Okay. Compte tenu de notre histoire, on n'a pas besoin de penser région parce qu'on a été divisé en Allemagne ici en 1885. Donc ces frontières que nous avons héritées, qui sont arbitraires, qui nous ont été imposées sciemment pour qu'on ne s'entende pas. Connaissant quelqu'un qui connaît alors le contexte historique, c'est-à-dire de la création de ces États qu'on a hérités, du colonialisme qui est un crime contre l'humanité, ne peut pas quand même venir dire que, écoutez, moi je me fie de l'ethnicité pour essayer de faire de la politique, mais ça n'a pas de sens parce que là tu contribues aussi à nous diviser davantage. Donc c'est pour mettre, c'est-à-dire il y a trop de tares, il y a trop de mots, il y a trop de failles par rapport même à l'État guinéen qui est aussi très répressif, qui est aussi très violent, qui ne respectent pas les droits des humains. Et d'ailleurs, on se demande en Guinée, qu'est-ce qui nous va réellement? Que ce soit la démocratie, ça ne marche pas, que ce soit la dictature, ça ne marche pas. Parce que ça sert à quoi d'avoir un État qui est soit autoritaire ou, comment ça s'appelle, démocratique, si le peuple n'y trouve pas son compte? C'est-à-dire, parce qu'on est là, c'est pour le peuple, en fait, c'est pas pour soi. Donc, quand vous regardez la Chine, c'est une dictature, n'est-ce pas? Est-ce que mais le peuple chinois souffre? Non. Est-ce que c'est pourquoi les Européens, les Occidentaux veulent que le peuple chinois se révolte, mais un peuple qui n'a pas faim n'a pas besoin de se révolter. Le peuple chinois a accès à l'éducation, ils ont accès aux soins de santé, pourquoi ils devraient se révolter? Donc, à chaque peuple, c'est réalité. Le Rwanda, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, c'est une dictature, même s'il fait semblant d'organiser des élections. Bon, ça, c'est dit de façon, ça dit à la démocratie dans son pays de façon minimaliste. Mais au moins, on ne voit plus de Rwandais réfugiés, là, depuis la fin du génocide en 1994. Mais nous, en Guinée, alors que le Rwanda n'a même pas de ressources minières et énergétiques, mais nous, en Guinée, on a tout. Mais que ce soit avec la dictature, que ce soit avec les militaires, que ce soit avec la démocratie, les civils, rien ne marche. Mais et pourquoi? Donc c'est pourquoi nous sommes venus sur le terrain. Il faut que ça marche, en fait. Ok. Vous venez sur le terrain et vous trouvez, on a déjà des politiciens sur le terrain. Vous parlez d'un mouvement politique, il y a déjà des mouvements politiques sur le terrain. Quel problème que ces mouvements politiques n'ont pas pu résoudre, que vous avez l'intention de résoudre à ce moment?
Ça dit, pour le moment, rien n'a été résolu en Guinée. Du moment mais ils sont déjà là-bas. Oui, d'accord, mais c'est pas... Donc ça veut dire qu'ils sont inutiles. Non, je n'ai pas dit que c'est insuffisant ce qu'ils ont fait. Les méthodes utilisées sont insuffisantes. Okay. Si les méthodes utilisées n'étaient pas insuffisantes, la Guinée n'allait pas être à la traîne. Si les méthodes utilisées jusque-là n'étaient pas insuffisantes, moi, je n'allais pas faire la prison en Guinée. Si les méthodes utilisées n'étaient pas insuffisantes, c'est-à-dire si l'élite guinéenne était consciente, les acteurs étatiques étaient conscients de leurs responsabilités vis-à-vis du peuple de Guinée, vis-à-vis de la nation guinéenne, c'est-à-dire de leur projet, de leur mission de développer le pays, d'amener le progrès social et économique, en mettant fin à l'exclusion, en mettant fin à l'ethnicité, en mettant en avant pratiquement le progrès social surtout, en essayant de mettre, c'est-à-dire dans leur mission, la défense de l'intérêt du peuple de Guinée, dans son entièreté. S'ils avaient fait cela, vous et moi, on n'allait pas nous asseoir ici pour parler de la politique. Peut-être qu'on allait parler de la politique autrement, dans un autre contexte. C'est parce qu'il y a un échec non seulement de la classe intellectuelle, de la classe politique, c'est-à-dire de toutes ces entités qui ont jusque-là contribué à la gestion de l'État guinéen. Parce que l'État guinéen, il faut le reconnaître, c'est un État défaillant. C'est un État défaillant. Un État est défaillant du moment où tu n'arrives pas à assurer, par exemple, c'est-à-dire la sécurité alimentaire de ta population, c'est-à-dire tu n'arrives pas à offrir le minimum à ton peuple pour que ce peuple-là vive de manière digne et décente. Aujourd'hui, quand vous regardez parmi les jeunes Africains immigrés, nous occupons la première place en Europe. Pourquoi la jeunesse guinéenne fuit la Guinée? Malgré les potentialités, nous manquons de routes, c'est le minimum. On n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas de centre de santé, on n'a pas accès à l'eau potable. La Guinée, le château de l'Afrique occidentale, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'électricité après plus de 65 ans d'indépendance. Et contrairement aux autres États africains de la sous-région africaine, notre indépendance n'est pas confisquée, mais on l'a confisquée pendant nous-mêmes. C'est-à-dire l'indépendance de la Guinée, contrairement à celle, par exemple, des États voisins, quand je parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui ont pratiquement une indépendance confisquée, gérée par la France. Et nous, on a une indépendance qui n'est pas confisquée par la France, mais qui a été confisquée par l'élite dirigeante, en fait. Et c'est là le drame. Mais le problème, est-ce que le problème, c'est pas la population elle-même? Parce que tous les présidents qui ont passé en Guinée, on a toujours dit qu'ils sont mauvais. Sékou Touré n'est pas bon, il est dictateur. Lansana Conté n'est pas bon. Dadis n'est pas bon. Alpha Condé n'est pas bon. Doumbouya n'est pas aussi bon. Est-ce que le problème, c'est pas nous? Le problème, c'est pas le peuple. Le problème, c'est la classe dirigeante. Parce que, comme je l'ai dit, l'État guinéen, c'est une question de système qui est là. Le système qui est là, parmi ces acteurs politiques, parmi ces acteurs, c'est-à-dire étatiques, c'est-à-dire la classe dirigeante, parmi, disons, les militaires et tous ces gens-là, ils ont mis un système en place. Ils nous ont imposé un État néo-patrimonialiste. Vous savez, c'est quoi un État néo-patrimonialiste? Et puis, un pouvoir des pierres. Nous avons un pouvoir des pierres dans un État néo-patrimonialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, un État néo-patrimonialiste, qu'est-ce qu'il fait? On nous fabrique, c'est-à-dire, comment ça s'appelle? Un État qui est là, qui ne sert que l'intérêt d'un clan. Et le clan considère le peuple pratiquement comme ses clients. C'est-à-dire, il y a une relation, c'est-à-dire de patron-client entre le peuple et les acteurs étatiques. Ça signifie que moi, si j'occupe, regardez juste un simple exemple. C'est en Guinée, tu vois, le président, il y a des sinistrés, le président va sortir de l'argent, il fait un don. Il fait un don, mais l'argent là, est-ce qu'il est close? Avant de venir à la tête de l'État, il avait cet argent? Il faisait un don avant? Point d'interrogation. Voilà, ça signifie qu'il prend l'argent de l'État, l'argent du contribuable guinéen, il redistribue à la population pour revenir dire on doit le remercier parce qu'il a redistribué l'argent du contribuable guinéen qu'il a donné au peuple. C'est ce qu'on appelle en fait, non seulement il y a une sorte de culte de personnalité, il y a la politique du ventre qui est là parce qu'on essaie d'entretenir le peuple avec un peu. On te dit écoute, vous savez, c'est comme c'est-à-dire je te donne juste un peu de ce qui t'appartient. Alors tu dois te réjouir, c'est comme en Europe ici, vous savez, en Occident, en Allemagne. Quand
tu viens si tu atteins un certain level, le blanc te dit sois content d'avoir atteint ce level-là. Donc tu n'as pas à te plaindre. Si ça ne te convient pas, tu rentres chez toi. Donc notre élite se comporte comme ça. Mais maintenant, est-ce que vous pensiez que vous pouviez casser ce système-là? Bah oui, c'est un système. En faisant quoi? En essayant effectivement de conscientiser le peuple. Parce que vous savez, être politique aussi, c'est commencer, c'est-à-dire, on a une mission, c'est-à-dire éducatrice en fait. On doit éduquer le peuple. Parce que le peuple de Guinée, si vous dites que le problème c'est pas le peuple, c'est pas le peuple. Il n'y a pas un peuple qui s'est battu, qui a essayé de se battre pour le changement plus que le peuple de Guinée, c'est depuis avant l'indépendance même. On a eu l'un des plus grands résistants en Afrique contre le colonialisme. On a connu des Almam Samori Touré, des Bokar Biro. Nous n'avons jamais été un peuple résigné. Nous nous sommes toujours battus. Et le problème, c'est parce que, comme je l'ai dit, à la longue, à force d'être beaucoup martyrisés, à force d'être beaucoup oppressés, on nous a imposé la précarité en fait. On nous a fait comprendre la pauvreté dans laquelle nous sommes, c'est une fatalité, on ne peut rien changer. On essaie de mélanger cela, une sorte de, avec la religion. Un président, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là, il faut l'accepter, mais c'est pas vrai. Dieu n'a jamais voulu. Dieu ne peut pas amener un président pour faire souffrir son peuple, parce que Dieu lui-même, il est comment ça s'appelle? Dieu, c'est la bonté. Dieu pratiquement, c'est l'omniscience, c'est l'omniprésence, c'est-à-dire Dieu aide. Donc Dieu ne va pour aider un peuple, Dieu n'a pas besoin d'envoyer par exemple un cafre pour essayer d'aider un peuple, c'est-à-dire pour essayer de tuer les gens. Non, mais c'est archi faux. Donc Dieu n'a jamais amené un président qui tue à la place, c'est-à-dire son peuple. Du coup, mais on se sert de tout cela pour essayer de faire comprendre, pour endormir le peuple en fait. Donc on endormit le peuple en faisant comment? En nous divisant. C'est simple. Vous savez, quand on divise un peuple, les Africains nous sommes divisés aujourd'hui. Les Blancs l'ont fait sciemment. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, c'est réducteur. Quand on essaie de nous diviser en des groupes, en des ethnies, en des sous-groupes, en des clans, c'est réducteur, mais c'est efficace. Parce qu'en fait, tu deviens défiant vis-à-vis de moi. Tu ne vois pas en moi ta sœur africaine, tu vois en moi ton ennemi. Alors que tu sais au fond de toi que nous ne sommes pas des ennemis, parce que ceux qui sont là à la tête de l'État, qui nous divisent, sont nos ennemis. Ceux qui, c'est-à-dire, passent tout leur temps à essayer de faire de nos différences, c'est-à-dire de nos différences en problème, c'est eux plutôt le problème. C'est pas toi et moi. Mais ils savent qu'en faisant cela, c'est-à-dire ça marche, ça fonctionne, ça leur permet eux de continuer à transformer l'État guinéen en une sorte de gâteau, un gâteau qu'ils se partagent. Vous savez, il y a, dans le passé, au temps d'Alpha, j'avais écrit un article pour dire que opposition et mouvance, c'est deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire, ils sont comme le jour et la nuit. C'est-à-dire, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en commun, mais ils ont pratiquement tout en commun. Parce que ce sont les gens qui sont issus du même système. Ils s'entraident en fait. Ils se connaissent. Voilà, ils se connaissent, ils s'entraident. C'est pourquoi en fait dans ce milieu, ce qui prévaut, c'est des compromissions contre nature. Ce ne sont même pas des compromis. Parce que les compromis, ça amène un pays à avancer. Mais les compromissions contre nature, ça enfonce, ça les arrange, ça n'arrange pas le peuple ni l'État. Ok, la question que je me pose, vous voulez changer quelque chose, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez le changer en restant ici à l'extérieur? Les Guinéens sont plus nombreux en Guinée qu'à l'extérieur. Est-ce que le combat, ça se mène à l'extérieur ou à l'intérieur? C'est les deux à la fois. On minimise souvent, comment ça s'appelle, la diaspora. Quand vous connaissez, par exemple, l'impact de la diaspora, c'est-à-dire que je commence même au temps des Marcus Garvey, qui ont beaucoup impacté, par exemple, le colonialisme en Afrique, qui ont beaucoup fait pour l'émancipation des peuples africains. Je vous rappelle que les Kwame Nkrumah se sont inspirés des Marcus Garvey pour essayer de mener de la lutte de l'indépendance en Afrique. Toute cette classe ancienne et toute classe politique ancienne qui a conduit l'Afrique vers les indépendances, ils se sont effectivement référés à ces gens-là, c'est-à-dire la diaspora africaine, c'est-à-dire qui ont été déportés malheureusement, déportés par la force et comme des esclaves et tout cela. Donc on s'est inspiré de ces gens-là
pour mener cette lutte-là. Les Martin Luther King et tout cela, tout comme les Malcolm X même qui a visité l'Afrique et tout, les Bob Marley qui ont aidé aussi l'Afrique dans la lutte des indépendances. Donc, pratiquement, et même quand on prend l'exemple de la diaspora juive, aujourd'hui, la communauté juive, c'est l'une des plus puissantes au monde. Partout que vous soyez, ils sont pratiquement intouchables. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de partout dans le monde. Personne n'a le droit de lever un doigt. Ok, Djadja, on va maintenant entamer un autre plan de notre émission. Vous allez essayer de parler de votre nouveau mouvement appelé l'Alliance du peuple pour le changement. Quelles sont les méthodes d'adhésion et quelles sont les activités que vous pensez, que vous prétendez actuellement à mener? Vous savez, les méthodes d'adhésion sont simples. Nous avons naturellement un numéro qu'on a affiché sur les réseaux sociaux et tout. Vous pouvez essayer de voir et tout ça. On va créer bientôt aussi, c'est-à-dire une page, en tout cas, dédiée au mouvement, spécialement avec les coordonnées qu'il faut. Pour adhérer, normalement, toute personne, je dis, toute personne épris de changement, de paix, parce que nous sommes en groupe, c'est-à-dire un mouvement qui est pour la non-violence. Parce que je suis une pacifiste convaincue, je me dis, l'Afrique, elle a déjà beaucoup souffert par rapport aux guerres, par rapport aux conflits, donc on n'a pas besoin c'est-à-dire d'aller sur ce terrain-là. On a besoin de faire taire les armes pour faire normalement, c'est-à-dire pour se parler. On n'a pas assez de problèmes plus que le continent européen, par exemple, qui s'est fait plus de 800 ans de guerre. Et nous, on n'a pas besoin de tout cela. Et ils ont eu besoin de 800 ans de guerre pour pouvoir apprendre à se parler. Nous, normalement, notre culture, en fait, nous permet de nous parler, de nous pardonner et tout cela. Nous sommes le peuple le plus béni du monde, en fait. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc, alors, toute personne qui est épris de paix, toute personne qui veut réellement que ça change chez nous, tu sais que tu veux venir avec nous. Parce que tu veux être sous la lumière, pour mettre fin à ta précarité matérielle, viens avec nous. Mais si tu sais que tu veux venir avec nous, parce que toi aussi tu penses qu'en essayant de venir avec nous, tu vas être sous la lumière, tu vas essayer de profiter pour mettre fin à ta précarité matérielle, là on te dit que non, parce que nous avons dans ce mouvement-là une instance d'éthique et de transparence. Parce que toutes les décisions de ce mouvement seront approuvées, les grandes décisions seront approuvées à l'unanimité par l'Assemblée générale. Pour une première fois en Guinée, c'est-à-dire les adhérents, le mouvement là repose sur les adhérents. C'est-à-dire on ne peut pas prendre des décisions concernant la Guinée sans que les adhérents n'approuvent. Il faut que ça soit soumis aux adhérents. Soit ils approuvent ou ils n'approuvent pas. Le bureau exécutif simple ne peut pas prendre des décisions concernant, par exemple, l'intérêt supérieur de la nation sans essayer d'écouter l'Assemblée générale. Ça, c'est l'autre instance qui est très importante aussi, c'est l'instance éthique et transparence. C'est-à-dire toute personne qui va adhérer à ce mouvement, on doit essayer d'abord de savoir, de connaître ton background. Tu viens, on te fait une interview. Tu ne viens pas comme ça, en tout cas, si tu veux occuper par exemple un poste de responsabilité. Tu y adhères pourquoi? C'est quoi tes objectifs? Quels sont tes engagements? Parce que comme je l'ai dit, notre mission, c'est d'abord éduquer, éveiller. Éduquer, éveiller le peuple. C'est très important. On éduque, on éveille le peuple pour que le peuple apprenne que la politique, on ne fait pas de la politique pour se servir du peuple, on fait de la politique pour servir. On ne se sert pas du peuple, on sert le peuple. On ne se sert pas l'État, on ne sert pas de l'État, on sert l'État. Vous comprenez un tout petit peu. Alors que jusque-là, c'est le contraire. Parce que même dans les partis politiques qu'on a, il n'y a pas la transparence dans ces partis politiques-là. Vous comprenez? Donc, pour être adhérent, tout le monde peut être adhérent. Tout le monde peut être membre, mais en fonction que tu respectes naturellement les principes. C'est-à-dire, nos principes, c'est quoi? Tu dois essayer de comprendre que la politique, c'est pas un métier. Deuxièmement, tu viens avec nous, pas parce que toi aussi tu veux être sous la lumière pour essayer de mettre fin à ta précarité matérielle. Tu viens avec nous parce que tu es convaincu de notre projet de société qu'on a déjà mis en place, qu'on a élaboré. Tu es convaincu que voilà, la politique peut se faire, c'est-à-dire peut nous unifier, la politique peut se faire autrement, on peut agir autrement en se basant sur des valeurs, sur des principes et sur des convictions pour changer notre pays, en essayant de nous unir. Pas prôner la haine, pas prôner la division entre nous, parce que ce groupe, ce mouvement, c'est pas pour une ethnie, c'est pas pour un groupe bien déterminé, c'est pour les Guinéens en fait. Il y a une question que je me pose. Quelles sont les stratégies que vous menez pour extirper les personnes que vous pensez qui viennent juste pour avoir la lumière?
Oui, vous savez, personnellement, je fais de la politique depuis 1996. Ça, c'est des gens qu'on peut facilement reconnaître. À côté, j'ai une formation aussi dans le domaine de la psychologie, parce que je travaille pour l'Agence fédérale de l'emploi. Dans ce domaine-là, on gère des dossiers très lourds. On est obligé d'avoir la maîtrise, en fait, de la psychologie des gens. Ça, c'est des choses, ça s'apprend très vite. On comprend les gens qui viennent pour vraiment essayer d'être avec vous, parce qu'ils croient à votre projet de société, parce qu'ils veulent changer, pas ils croient en vous. Hein. Parce que vous savez, après, moi, je vais passer. Ouais. Ce qui reste, ce sont mes œuvres. Je veux que les gens apprennent à dissocier ma personne à mes œuvres, en fait. Parce que si tu viens, tu suis une personne, cette personne-là meurt. Et le projet que la personne a laissé va aussi mourir. Mais si tu es convaincu que le projet de société de cette personne-là, je suis convaincue de son projet, je porte ce projet-là en moi, même si la personne n'est pas là, tu vas perpétuer en fait le projet. Parce que c'est ce qui est important pour nous. Est-ce que votre mouvement politique va être comme les autres partis politiques ou bien comme les autres mouvements ou comme les autres associations ici, précisément en Allemagne, qui n'ont qu'un seul président du début jusqu'à la fin? Non, on ne peut pas avoir... Vous savez, le problème, c'est quoi? Du moment où c'est des élections, on fait. Et puis, on élit les gens. Parce que là, c'est un mouvement politique. Un mouvement politique, la vocation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de changer, c'est de s'occuper les préoccupations du peuple. À partir du moment où tu te présentes, vous savez, en Allemagne, par exemple, il n'y a pas de limitation de mandat ici en Allemagne. Tu peux être élu à partir du moment où le peuple te donne confiance. C'est-à-dire, les gens qui sont là, ils te portent confiance. Ils savent que tu peux faire le travail qu'ils te demandent. Tant que c'est comme ça, il n'y a pas de souci à se faire. Ce qui est grave, c'est parce que le plus souvent chez nous, on n'organise même pas d'élection en fait. On s'impose. Et ça, on n'apprend pas aux Guinéens à respecter les règles de jeu démocratiques, alors qu'en tant que parti politique, on a une mission, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, éducatrice. En fait, on doit éduquer les gens à comprendre comment la démocratie fonctionne. Vous voyez, et puis on doit aussi d'adapter la démocratie à nos réalités africaines. Parce que ça sert à quoi aussi, par moment, de vouloir coûte que coûte essayer, parce qu'en Guinée, on a cette tendance-là. On veut, par exemple, si moi je n'aime pas ta tête, je fais une campagne de dénigrement contre ta personne, alors qu'au fond, la personne qui va venir après ne peut pas faire le travail. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, pour éviter cela, on essaie naturellement, toute personne est libre de se présenter candidat. C'est-à-dire, on n'interdit pas comme aux gens de se présenter contre celle qui est là. Si c'est moi, par exemple, je suis là, quelqu'un d'autre vient, écoutez, je veux aussi être candidate. Après, tu es libre de le faire. Si tu me bats, il n'y a pas de souci, c'est la démocratie. Donc, on ne veut pas essayer c'est-à-dire d'imposer, c'est-à-dire d'imposer les gens de façon éternelle. Non. Du moment où on fait des élections, c'est-à-dire les membres essaient encore de renouveler leur confiance à la personne, c'est-à-dire à la présidente en question. Donc, tant mieux, on va le faire. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, c'est un mouvement politique qui est en gestation. On est en train de voir comment les choses vont se passer, comment les choses vont évoluer. Hier, on a eu beaucoup d'adhérents, beaucoup se sont inscrits. On est en train de regarder comment ça va se passer pour essayer de mettre, parce qu'on va avoir des représentants partout et encore on va essayer de donner beaucoup plus de pouvoir à ces représentants-là pour ne pas que moi, par exemple, en tant que présidente, que je sois tenue obligée de me mêler des problèmes qui concernent, par exemple, quand je prends les États-Unis. On a déjà des gens qui sont prêts à représenter le mouvement là-bas. Voilà, on a des gens qui sont prêts à représenter le mouvement en Belgique, en France et tout, en Guinée aussi. Au Sénégal, on a déjà eu beaucoup de personnes qui sont prêtes, mais pour permettre à ces gens-là de garder leur autonomie. Parce que c'est ça, c'est pourquoi je vous dis, on veut agir autrement. Pour leur permettre d'avoir leur autonomie, ces gens-là, on va naturellement essayer de discuter ensemble, mettre les grandes lignes, mais le reste leur revient. Il suffit juste qu'ils restent dans le cadre des principes du mouvement. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin de l'aval, c'est-à-dire du bureau politique, c'est-à-dire national, du bureau politique et tout cela pour essayer d'agir. Non, c'est pourquoi je vous dis, on ne veut plus avoir, c'est-à-dire dans les partis politiques, c'est hiérarchisé. Il y a une sorte de discipline. En tant que président c'est-à-dire quand tu es président d'une fédération ici, par exemple en Allemagne, sans l'aval du président du parti, en Guinée là-bas, tu ne dois pas faire quelque chose et tout. Donc on doit
dois te dire comment tu dois... Moi, j'ai un esprit libre. Raison pour laquelle je ne suis pas dans les partis politiques. Parce que je me dis, je ne peux pas me plier, par exemple, face à une décision que je trouve injuste, que je qualifie d'injuste, par exemple, ou bien même qui entrave l'intérêt national. Et parce que tout simplement, c'est le chef d'un parti qui l'a dit, je dois me plier. Non, je ne peux pas. Donc c'est pourquoi on a pensé à créer cette forme de mouvement, c'est-à-dire qui va permettre aux gens, c'est-à-dire on donne la responsabilité en fait aux membres, on délègue. Ok. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et bien sûr avec notre Djadja sur le plateau. Et nous tendons encore vers la fin de cette émission et on a 2 rubriques dans notre émission. Vous allez aussi répondre à ces questionnaires. La première, la rubrique s'appelle Aimons-nous vivants. Vous allez nous donner le top 3 des meilleurs journalistes guinéens que vous aimez de tous les temps. D'accord. Il y a Thierno Madjouba. Ok. Que j'aime beaucoup. Après, il y a Marwan Kamara. Oui. Et il y a Oumar Yassine Ba. Kateb Yassine. Kateb Yassine. Ok. Et on revient chez les footballeurs. Quels sont vos top 3 des footballeurs guinéens? Serhou Guirassy, c'est le meilleur. J'écris d'ailleurs beaucoup sur lui, je l'aime beaucoup. Et écoutez, il y a le petit, comment il s'appelle encore, Agibou Kamara. Voilà, après c'est Agibou Kamara, et puis Morlaye Silla, et puis Morlaye Silla, et puis Serhou Guirassy. Ok, quel est votre top 3 des artistes guinéens, que ce soit comédiens ou chanteurs? Bon, les artistes guinéens, écoutez, mon artiste guinéen préféré, comment il s'appelle même encore là, il y a Habib Fatako que j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Azaya. Et après ça, la troisième personne, c'est qui? Écoutez, je crois, j'aime aussi... franchement, vous avez fait à 2, même les comédiens font partie. Non, mais tout ça. Le Diallo Piscine. Diallo Piscine, ok. Ok. On rentre maintenant dans votre nouveau domaine en politique. Quel est votre top 3 des politiciens guinéens de tous les temps? Oh là là, ça je n'en ai pas. Bon, il ne faudrait pas attendre qu'un de ces politiciens décède aujourd'hui que demain vous dites j'appréciais le monsieur. C'est le bon moment. J'avais apprécié par exemple, j'ai apprécié disons, comment il s'appelle même encore là, le monsieur là, disons... j'ai apprécié à un moment donné Baouri. Ok, donc il vous a déçu. Ouais, je suis très déçue de lui. Là, je l'ai côtoyé un peu, je suis très déçue de lui. Il y a lui que j'ai apprécié, mais je suis, comme je l'ai dit, hyper déçue de lui aujourd'hui, parce que pour moi, il est inconcevable qu'il supporte en fait le kidnapping de nos jeunes leaders et tout. Fonike Mengue notamment, et Bill Leba, ce qu'il soit indifférent en fait par rapport à cette situation, ça m'a trop dessus. Et c'est pourquoi, pour moi, il était un droit de l'homiste. Je ne peux pas comprendre qu'un droit de l'homiste reste indifférent face à une telle situation en fait. Maintenant, la deuxième personne, attendez, c'est qui je trouve... Et pourtant, il y a tellement de jeunes politiciens qui se débrouillent, qui se démarquent un peu. Non, mais c'est pas... Vous savez, je sais pas. Pour moi, comme je l'ai dit, peut-être j'ai une façon de concevoir la politique et tout cela. Donc, c'est pourquoi c'est un peu difficile pour moi. Si on avait un Sonko en Guinée, j'allais peut-être dire que oui, mais on n'a pas de Sonko en Guinée. Ok, mais selon moi, Sonko n'a pas encore fait ses preuves. Hein. Non, mais de par sa façon... Vous êtes déjà confiante de lui, mais... Oui, mais déjà, le premier acte qu'il a posé, est-ce que vous pensez que si c'était, par exemple, un politicien guinéen qui était à la place de Sonko, il est en prison, il allait accepter de céder son fauteuil? Là, déjà, pour moi, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. Mais le fait qu'il a accepté, étant en prison, il ne peut pas être éligible. Il laisse quelqu'un d'effacé comme Bassirou Diomaye Faye se présenter aux élections. Il le supporte, il accepte encore d'être son premier ministre. Quelqu'un que lui-même, il a formé. Mon frère, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, surtout. Donc, c'est pas évident. Ok, quel est votre top 3 des présidents guinéens de tous les temps? Allah Akbar. C'est quand même
La Guinée a eu beaucoup de présidents. Vous ne pouvez pas dire que tous ces présidents ont été mauvais. Bon, peut-être le seul qui m'a un peu marqué, c'est Dadis. Ok, Dadis. Oui, Dadis, malgré tout, hein, il est resté à la tête de l'État un an, je crois. Il a été malheureusement, je dirais, incompris. Ouais, il a commis beaucoup d'erreurs et tout en une année. Mais c'est un président qui m'a marqué. De par sa franchise, de par sa sincérité. C'était quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de franc. Et ça m'a, moi, personnellement, ça m'a marqué. Et donc, je ne peux pas, sans vous mentir, c'est le seul. Ok, on accepte. Maintenant, notre dernière rubrique, c'est de vous demander, on parle de la Guinée, nous sommes sur les Guinéens de l'étranger, c'est de vous demander qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas en Guinée actuellement. Vous ne pouvez pas quand même nous dire que rien ne va, même si on sait que les politiciens sont toujours comme ça, mais dites-nous au moins 3 choses que vous pensez que ouais, ça va en Guinée. Wallahi, ça c'est compliqué. 3 choses. D'abord, vous savez, franchement, pour être franche, là où je suis comme ça, là, je suis très vénère. Pour moi, rien ne va. Quand je vous dis rien ne va, je me suis assise ici aujourd'hui. Il y a combien de jeunes qui sont venus me trouver ici avec des lettres pour être identifiés pour faire de rapatriement? Vous voulez que je vous dise que ça va quand on part à des accords pour venir nous rapatrier les jeunes Guinéens? Ok, dites-nous au moins un. Non, mais je ne vois rien, mon cher. Il y a pas de... On est en pleine saison pluvieuse. Okay. De Sékou Touré jusqu'à Alpha, on n'a jamais vécu une saison pluvieuse en Guinée sans électricité. Il n'y a pas d'électricité chez nous. Et rien ne marche. Parce que le problème sans démagogie, c'est pas parce que, vous savez, au départ, j'ai donné quand même un peu de chance, 1% de chance, je dirais, à ce gouvernement qui est là. J'ai cru qu'ils allaient essayer quand même de... Parce que dans son discours le 5 septembre, Mamadi Doumbouya il avait cité Rawlings. J'ai côtoyé Rawlings. Je l'ai interviewé en 2006. Je venais de terminer mes études de journalisme et tout. C'était le premier président que j'ai eu à interviewer. Alors, quand il l'a cité, je me suis dit que voilà, peut-être qu'il peut s'en inspirer pour essayer de changer la Guinée. Le problème, c'est pas la dictature qui pose problème. C'est la manière de faire qui pose problème en Guinée. Lorsqu'on dit on est venu pour essayer de recoller les morceaux de verre qui ont été cassés par le prédécesseur, on n'a pas besoin de faire recours aux mêmes méthodes. C'est-à-dire fermer les médias, par exemple, c'est une chose qui m'indigne. Faire disparaître des personnes, c'est-à-dire des jeunes leaders comme Fonike Mengue, franchement, c'est une situation qui m'indigne. Paraffer des accords pour rapatrier les Guinéens, c'est une situation qui m'indigne. Manquer d'électricité de courant après plus de 6 décennies d'indépendance, c'est des choses qui m'indignent. Donc, je me dis, par rapport à toute cette situation, pousser des opposants politiques à être des exilés, alors qu'on sait qu'en le faisant, on va essayer de pousser carrément, c'est-à-dire à effriter le tissu social. On a besoin, dans une transition politique, on a besoin, c'est-à-dire de se parler, on a besoin de dialoguer. Une transition politique n'est pas en mandat. Donc, lorsqu'on arrive à adopter des attitudes va-t-en-guerre, on essaie de nommer des gens pour essayer de se faire des guerres, en fait, faire des guerres aux gens dans le pays et tout cela, pour essayer de complètement défraiter le tissu social, pour étouffer toute forme d'opinion divergente et tout. Pour moi, ça, franchement, rien ne va. Parce que, je ne sais pas, c'est-à-dire, où est-ce que ça va nous mener tout ça? Nous manquons de route, nous manquons de tout. La seule chose que je vois qui marche, voilà, je vais vous le dire. Vous savez ce qui marche? Non mais ça vous revient maintenant. Oui, mais ce qui marche, c'est la corruption. Là, franchement, ça marche. Le blanchiment illicite de l'argent guinéen, ça marche. C'est-à-dire l'enrichissement illicite, ça marche. La corruption marche très bien avec ce régime. Et en plus de cela, c'est-à-dire faire venir leur famille en Europe pour demander de l'asile. Pendant ce temps, ramener nos enfants, faire déporter. Ça marche aussi. Parce que les enfants sont là en vacances, par exemple. Les enfants de Bala Samoura étaient en vacances en France. Pendant ce temps, ils viennent chercher nos enfants ici. Vous savez un tout petit peu, le petit où j'étais allé là, il est paralysé, il a le douldon. Vous savez qu'il peut se retrouver dans l'avion et partir en Guinée? Non, mais attends, parce que ça s'est fait. On a menotté un jeune qui avait la schizophrénie. On l'a mis dans l'avion, il a fallu que notre avocat porte plainte.
à la justice pour qu'on le fasse descendre de l'avion. Parce qu'il est schizophrène. Un schizophrène n'a rien à chercher dans un avion pour être déporté en Guinée. Et tout cela à cause d'un accord qui a été paraphé entre la Guinée et l'Allemagne. Donc je me dis, voilà ce qui marche. Ce qui marche, c'est-à-dire dilapider nos ressources, ça marche. C'est-à-dire faire un semblant, c'est-à-dire de travailler. C'est-à-dire nous sommes dans le faux, dans la démagogie en Guinée. Rien ne marche. Je vous dis, nous envoyer des personnes dans les ambassades qui ne peuvent même pas écrire une bonne phrase en allemand ni en français. Après, on nous dit, ce sont ces gens-là qui nous représentent dans les ambassades. Ça marche. La corruption même dans les ambassades, pour la confection de nos passeports. On te demande, oui, bien sûr. Parce que j'ai les preuves de la corruption dans les ambassades. Tu as envie d'avoir un rendez-vous, tu payes 300 €, tu as un rendez-vous. Tu vires les 300 € sur un compte qu'ils te donnent et tout, tu as un rendez-vous. Ça marche par exemple. Tu vas là-bas, tu n'as pas de rendez-vous, tu payes 50 €, tu as un rendez-vous. On te prend tout de suite, malgré que tu n'as pas de rendez-vous. Tu pars en Guinée pour écraser ton passeport, tu payes 7500 €, on écrase ton passeport. Ça marche par exemple. Donc du coup, écoute mon cher, vraiment la corruption, le blanchiment d'argent, l'oppression, voilà les 3 choses qui marchent. Ok. Et Sista, nous tendons maintenant vers la fin de l'émission et on veut savoir votre dernier mot. Mon dernier mot, je suis vraiment très contente que ce soit des jeunes gens comme toi qui viennent m'interviewer parce qu'en fait c'est ce que l'on souhaite. Vous êtes le porteur de ce changement dans ce pays. C'est-à-dire sans vous, rien ne peut aller. Les gens oublient que l'Afrique, nous sommes, c'est-à-dire plus de 50% de la population africaine elle est jeune. Qui parle de jeunesse parle de dynamisme. Qui parle de dynamisme, qui parle de jeunesse parle de changement. Nous sommes vous êtes les porteurs, nous on ne fait plus partie des jeunes. Parce qu'on a dépassé déjà la quarantaine, c'est clair qu'on n'est plus jeune en tant que tel. Mais vous êtes jeune. Donc m'interviewer déjà, ça me fait beaucoup plus de plaisir parce que je me dis que j'ai l'espoir. Parce que ça, vous faites un excellent travail. Ce que j'ai à lancer, l'appel que j'ai à lancer aux Guinéens, aux jeunes surtout, de ne pas accepter que la politique soit un métier pour eux. Parce que ce qui m'a motivé de plus à m'engager, c'est surtout ce facteur-là. Beaucoup de jeunes sont sur la scène politique, mais c'est des gens, ils font quoi au juste? Je sais pas, c'est quoi leur source de revenus? Tu les entends aujourd'hui, magram. Chaque ministre a un petit. C'est-à-dire qu'on transforme les jeunes en des caisses de résonance pour devenir pratiquement des caisses de résonance des gens qui les volent. Les gens qui les dilapident. Tu vois comment ça s'appelle, un ministre qui se déplace, qui vient à Paris, si tout le monde part là-bas, ma grande femme, besoin de 500 €, on n'a pas besoin de ça. Vous savez, alors quand je vois des gens comme vous qui se démerdent, qui se débrouillent, moi ça m'encourage parce qu'en fait, seul le travail libère l'homme. Lorsqu'on travaille, on devient... Si vous voyez que je suis là, je refuse de côtoyer les partis politiques, je refuse de côtoyer le gouvernement, c'est parce que je veux être libre. Et j'ai travaillé pour ça. Si peut-être que j'étais dans une situation de précarité matérielle, j'allais depuis longtemps rejoindre ces gens-là. Je peux aussi avoir ma part du gâteau, mais je refuse parce que je me dis j'ai assez travaillé pour cela. Donc ce message-là, je lance aux jeunes. La jeunesse guinéenne, surtout les jeunes femmes. Les jeunes femmes, là, on peut être belle et être intelligente. On peut être intelligente et c'est dit en même temps être, comment ça s'appelle, armé de savoir. C'est-à-dire, quand vous voyez, il y a un vide au niveau de dans le domaine politique, les femmes sont très rares. Elles doivent beaucoup plus s'engager en politique. La jeunesse doit accepter de se prendre en charge, de refuser qu'on les utilise pour des fins électoralistes et politiques, d'apprendre à suivre les gens par rapport aux principes, aux convictions, aux projets de société des gens, pas par rapport à l'ethnie, à la région, à la personne. C'est le message là que j'ai à lancer aux gens. Merci Sista. Merci beaucoup. Chers compatriotes, nous fermons porte et fenêtre de cette émission et nous vous invitons à très bientôt avec un nouveau invité et abonnez-vous à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube au nom des Guinéens de l'étranger et on se reprend à très bientôt. Merci. Ciao.